Avant de présenter nos deux intervenantes de ce soir, je voulais adresser, puisque c'est la dernière conférence du séminaire de cette année, un grand merci très chaleureux à Isabelle Rodier et Clément Bautier qui ont co-organisé avec moi ce séminaire. Donc Isabelle Rodier et Clément Bautier sont tous les deux praticiens de la teinture, de la couleur, du design textile et respectivement professeurs à l'ENSAD et à l'ENSAMA. Et ce qu'on a cherché dans le programme de ce séminaire, c'est d'avoir justement une pluralité des regards sur un même objet textile et sur notamment le textile teint. Donc merci beaucoup à tous les deux de la belle énergie que l'on a partagée en l'attente d'autres aventures. Alors aujourd'hui, on reçoit d'une part Sylvie Pitoiset, qui est responsable du service iconographique de la bibliothèque Forney. Je crois que tout le monde connaît la bibliothèque Forney. De toute façon, vous allez nous en parler un petit peu en introduction. Et Sylvie Pitoiset n'est pas venue seule. Elle est venue accompagnée d'un très beau livre d'échantillons qui va faire l'objet de la présentation de ce soir. Donc je laisserai Sylvie au début de cette conférence présenter peut-être l'environnement dans lequel ce manuscrit a toute sa place au sein de la bibliothèque Forney. Ensuite, la parole sera donnée à Corinne Mette, qui est professeure d'histoire moderne à l'université Paris-Est de Marne-la-Vallée et qui a publié, il y a une dizaine d'années déjà, ce manuscrit et notamment la relation de voyage qui correspond à ce manuscrit et qui est conservé à Turin. Alors en fait, Corinne Mette a commencé, après l'agrégation d'histoire, a commencé ses travaux, et notamment ses travaux de doctorat sur la laine en Italie, et donc connaît très très bien ce domaine sur lequel nous sommes un certain nombre à travailler, même si elle n'a pas travaillé sur la teinture en particulier. J'ai quand même trouvé dans sa grande bibliographie la mention d'un article avec dans le titre le cas de la teinture en laine, justement sur la question des savoir-faire dans le Piémont sous l'Ancien Régime. C'était un article, une communication de 2004. Mais voilà, donc après ce doctorat sur la laine, qui a été aussi un apprentissage de l'organisation sous l'Ancien Régime, des corporations, des artisans spécialisés et aussi l'histoire économique moderne de l'Italie moderne. Corinne Mette a été nommée maître de conférence en histoire moderne à Nanterre en 1994 et jusqu'à son HDR, la soutenance de son HDR en 2006, a élargi ses travaux d'une part à l'industrie du verre en Italie, en France, aux Pays-Bas, et en même temps, compte tenu d'un certain nombre de migrations, de mobilité en lien avec le travail du verre, à l'histoire des migrations dans le travail, de l'organisation du travail et plus globalement l'histoire du travail. Alors ces ouvrages ou ces directions d'ouvrages, numéros de revues sont nombreux, je ne vais pas tous les citer, mais sur ces deux domaines, d'une part la laine, je me souviens que vous aviez fait l'introduction et plusieurs articles dans cet ouvrage co-dirigé par la personne d'ailleurs qui vous a orienté sur ce manuscrit, Gérard Gaillot. Donc l'ouvrage est de 2004. Alors je recherche parce que c'est un peu dans ma biographie. Oui, le titre c'est La laine, produits et marchés du XIIIe au XXe siècle. C'est paru en 2004. Nous ne l'avons pas à l'INHA, mais il est à la Bibliothèque des Arts Décoratifs qui vient de réouvrir. Il y a un nombre d'articles dans cet ouvrage collectif
un nombre d'articles précieux tout à fait important. Donc sur la laine, vous avez publié en propre, en auteur principal, un ouvrage en 2001 aux presses universitaires du Septentrion, La trame incertaine, le monde textile de Prato, donc que vous aviez particulièrement étudié au XVIIIe et XIXe siècle. Sur la question du verre, vous avez publié aux presses universitaires de Rennes en 2009 Les chemins de verre, les migrations des verriers d'Altare et de Venise du XVIe au XIXe siècle. Vous êtes particulièrement intéressé dans vos travaux sur le temps de travail, mais dans le long temps. C'est ça qui est, je crois, très intéressant. Et d'ailleurs, avec un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Didier Terrier, paru aux presses universitaires de Rennes en 2014, Les temps du travail, normes, pratiques, évolution du XIVe au XIXe siècle. Beaucoup de travaux, évidemment, sont particulièrement intéressants autour de ces deux thèmes de la laine et du verre et des industries à l'époque prémoderne de ces activités, mais aussi sur ce temps long du travail. Et nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir dans ce séminaire en lien avec le programme de recherche que l'Institut national d'histoire de l'art a ouvert il y a bientôt 2 ans et qui est consacré à cette transition fondamentale entre teinture naturelle et colorant de synthèse, une évolution qui quelque part a participé ou participe d'une histoire large de la mutation du travail, donc entre un savoir qui était déjà une échelle industrielle mais qui était issu de savoir-faire expert et d'une pratique artisanale au départ, même si l'échelle était déjà industrielle, vers des savoir-faire industriels qui puissent leur origine, qui puissent leur recette dans la connaissance scientifique. Donc il y a là un déplacement qui est tout à fait fondamental dans la seconde moitié du 19e et tout en travaillant sur la teinture, quelque part on participe de la production de connaissances autour de cette mutation du travail. Et puis ce qui est intéressant aussi de vous recevoir, vous historienne du travail, à l'Institut national d'histoire de l'art, c'est le fait que vous participez de la fabrique de quelque chose qui nous tient très à cœur, qui est la connaissance de la culture matérielle, qui est tout à fait fondamentale en histoire de l'art, qui est une école en fait, une tendance en histoire de l'art qui s'est développée à partir des années 1980 et qui est l'objet de travaux complètement interdisciplinaires ou transdisciplinaires et qui est essentiel pour mieux appréhender les œuvres que l'on étudie par ailleurs en histoire de l'art. Donc voilà, je vous laisse à toutes les deux la parole pour nous présenter cette aventure de Mokafi. Merci. C'est bon ? Le micro marche ? Bon. Moi, je vais juste vous présenter brièvement les collections textiles de la bibliothèque Fornet, de façon à replacer cet album de Signor Mokafi dans son contexte. Alors, la bibliothèque Fornet a été fondée en 1886 à partir d'un legs de Aimé Samuel Fornet, et selon ses propres désirs, elle fut vouée dès l'origine au métier d'art et aux arts décoratifs. Elle s'est donc installée rue Titon, dans le 12e arrondissement, juste à côté du Faubourg Saint-Antoine, qui était occupé alors par ce qu'on appelait les industries d'art, qui concernaient tous les métiers de l'ameublement et de la décoration, donc travail du bois, travail de la pierre, travail du métal, et aussi industrie et manufacture textile. Voilà, donc en plus des livres et des périodiques, elle proposait aux artisans des modèles d'ornement et de façon plus originale, également des échantillons, en particulier de papier peint et de tissu. Ces échantillons étaient constitués par la production courante de l'époque et étaient également donnés par les industriels, qui donnaient également des échantillons anciens. Enfin, échantillons était le mot employé, c'était souvent des documents quand même assez importants en format. Voilà. C'est ainsi qu'a commencé à se constituer la collection textile de la bibliothèque.
Alors, c'est une collection très riche qui comprend plusieurs ensembles. Le plus connu étant, je pense, notre collection de toiles imprimées, environ 600 pièces, qui étaient les produits des manufactures françaises des XVIIIe et XIXe siècles. Alors, la manufacture Oberkampf, Jouy-en-Josas, également Nantes, Rouen et beaucoup d'autres endroits, en particulier en France. Elle est devenue vraiment une collection importante sous l'impulsion du conservateur Henri Clouzot, un grand spécialiste des textiles et des papiers peints, qui fut conservateur donc à Forney de 1908 à 1920 avant de diriger le Palais Galliera. C'était donc un homme de musée et son rôle a été essentiel dans la constitution de ces deux collections, que sont les toiles imprimées et les papiers peints. L'autre ensemble important des collections de Forney est composé d'archives professionnelles et de documents commerciaux. Il s'agit de dessins de tissus, de gouaches, de maquettes, d'albums d'échantillons, de nuanciers, de catalogues. Ces albums sont pour la plupart issus de manufactures lyonnaises et d'ateliers de dessin textile, également de fonds de dessinateurs qui nous ont été donnés ou que nous avons achetés, enfin que la bibliothèque a acheté depuis toujours en fait. Voilà, donc il recouvre surtout la deuxième moitié du XIXe siècle et le XXe siècle jusqu'aux années 80. On compte aujourd'hui plusieurs milliers de maquettes, de tissus, plus de 200 albums d'échantillons et au moins autant de nuanciers de tissus, de fils, de laine, beaucoup de tissus d'ameublement également, des galons, enfin voilà, aussi des nuanciers de teinture. Et c'est dans cet ensemble que s'inscrit le catalogue Mokafi, voilà, dans ce contexte plutôt des albums d'échantillons. Il a été acheté en 1924 pour la somme de 3000 francs par un membre de la Société des Amis de la Bibliothèque Forney, M. David Veil, il l'a donc donné à la bibliothèque à la même époque. C'était déjà un ouvrage cher et précieux, mais qui semble-t-il s'imposer dans les collections de la bibliothèque. Voilà l'origine de la présence de cet ouvrage dans nos collections. Voilà. Je vais terminer. C'est un aperçu assez bref, mais il faudrait vraiment beaucoup de temps pour décrire tout. Et je vais quand même mentionner un ensemble voisin de ces collections textiles, qui est celui de modèles de broderie sur calque, assez proche en fait des maquettes de dessins de tissu, et qui propose des motifs certainement moins spectaculaires, mais bien connus des spécialistes du sujet. Je laisse maintenant la place à Cécile Mette, qui va plus précisément vous parler de notre recueil Mokafi. Merci. Donc merci aux organisateurs de m'avoir invité, même si je suis, comme vous l'avez dit, pas spécialiste de teinturerie. Donc j'ai essayé quand même de me tenir au sujet qui est quand même la teinturerie. J'en parlerai surtout dans la deuxième partie de mon exposé. Et je vais quand même avant cela contextualiser donc cet objet luxueux, beau, rare, qui est ce catalogue des manufactures donc de France, d'Angleterre et de Hollande, comme vous pouvez le voir ici. Et comme ça vient de vous être rappelé, donc ce catalogue a été acheté dans une vente publique en 1924 par un ami de la bibliothèque Forney. Mais en fait, du coup, on ne sait pas du tout de quel fonds il vient. Manifestement, c'est un objet qui devrait se trouver dans les archives de Turin. Il n'y est pas, il a été vendu, on ne sait pas dans quelles circonstances et ni de quel fonds il a été donc désincorporé. Alors c'est un peu le mystère du coup de cet objet qui est un peu un ovni qui arrive là à Paris, alors que manifestement, évidemment, il ne devrait pas s'y trouver. Effectivement, comme Madame Sardal l'a rappelé tout à l'heure, ce manuscrit m'a été indiqué par un très cher ami avec lequel j'ai collaboré longtemps, Gérard Gaillot,
Picasso, qui a écrit sur les draps de Sedan, et qui, connaissant évidemment mon amour pour l'Italie, m'avait dit mais va regarder ce magnifique recueil d'échantillons, tout est en italien, j'y comprends rien, va voir s'il y a quelque chose qui peut être intéressant. Donc effectivement, j'ai été regarder et bon, tout à l'heure on le feuillettera, mais en soi, il ne dit pas grand-chose, si ce n'est les échantillons avec le nom et un prix à côté. Alors on peut s'arrêter peut-être sur justement sur ce qui est marqué en dessous là de ce beau titre, parce que c'est indiqué donc des échantillons qui ont été recueillis en voyageant par le signor Mocafi, marchand de draps, et à son retour vers 1760 présenté au comte Boggino. Donc c'est la seule indication en fait qui identifiait un auteur, qui identifiait plus ou moins une date et qui identifiait quelqu'un à qui ce recueil d'échantillons avait été donné, c'est-à-dire le comte Boggino, qui était en fait l'espèce de premier ministre, pour faire vite, du roi piémontais de cette époque. Et donc bon voilà, moi j'ai consulté ce recueil d'échantillons et c'en est resté là parce que finalement la bibliothèque Forney ne possède pas d'autres éléments qui permettent d'aller plus loin dans l'histoire de ce manuscrit. Et peut-être là on va revenir au PowerPoint parce que finalement donc ce manuscrit a été pour moi une espèce de puzzle que je m'attendais pas du tout à résoudre, mais que j'ai eu la chance au fond, c'est les hasards parfois heureux qui font les découvertes en histoire. J'ai donc été travailler dans cette très belle bibliothèque royale de Turin que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui ne sont pas donc pas les archives d'État de Turin, mais la bibliothèque royale, dont le fonds a essentiellement été composé au XIXe siècle, là aussi à partir de la désincorporation d'un certain nombre de fonds qui devaient se trouver dans les archives et qui ont été au fond reliés pour beaucoup au XIXe siècle pour constituer un fonds de bibliothèque royale dont Turin ne disposait pas. Et donc je travaillais à cette époque-là plutôt sur le verre, comme Madame Sarda l'a rappelé, mais néanmoins ayant travaillé sur la laine avant, voilà, j'ai continué à fouiller un peu partout, et donc j'ai été regarder ce recueil d'histoire de la patrie 907, qui est consacré en fait aux manufactures de laine. Et voilà, en feuilletant ce recueil qui est sans indice et qui là encore agrège des documents tout à fait disparates qui ont été donc rassemblés au XIXe siècle sans qu'on sache de quel fonds ils proviennent auparavant, je suis tombée sur cette relation de voyage. Bon, on voit peut-être pas assez bien, mais enfin bon, c'est un brouillon en fait, et dans le haut de la page, on va voir si ça fonctionne. Peut-être pas celui-là. Bon, enfin, le haut de la page indique relation de voyage, c'est tout, et ensuite il y a un texte, et au fond c'est parce que j'avais vu il n'y a pas très longtemps le manuscrit de Forney que j'ai pu faire le lien entre les deux, puisque cette relation de voyage parle donc d'un certain nombre de centres lainiers et puis décrit un certain nombre d'échantillons. Alors du coup, comme j'avais vu le manuscrit pas longtemps avant, évidemment, ça a fait tilt. Ce manuscrit me semble être un brouillon, parce qu'en effet, il n'est pas très bien écrit. Vous voyez par rapport peut-être à ce qu'on a vu de la première page du recueil d'échantillons, et là, l'écriture est assez rapide, on va dire, et puis sans ponctuation, par exemple, et c'est un manuscrit qui est en partie lacunaire, puisque il manque un cahier, donc sans doute entre 6 et 12 pages. C'est-à-dire que donc le récit s'interrompt brutalement quand le marchand est à Abbeville, et puis il reprend à Londres un peu au milieu du récit. Alors, en fait, on voit que
je ne sais pas en fait s'il y a eu un manuscrit plus enluminé, disons, plus prestigieux, fait à partir de ce récit de voyage. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé trace, ni dans la Bibliothèque royale, ni dans les archives d'État de Turin. Et pour l'instant, donc c'est le seul manuscrit qu'on connaisse. Alors, soit le manuscrit était avec le recueil d'échantillons et il a été vendu séparément, je ne sais pas. Peu importe, il y a plein d'hypothèses qui sont possibles et ce n'est pas très important. Toujours est-il que donc ce récit de voyage n'est pas signé. Et donc c'est seulement en faisant le lien avec le recueil d'échantillons qu'on peut savoir qu'il s'agit bien de Mokafi. Mais Mokafi, ceci dit, dans le recueil dans ce recueil de la Bibliothèque royale, a d'autres écritures qui lui appartiennent et qui parfois sont signées. Et notamment, à un moment, il explique en fait pourquoi il a fait ce voyage. Au moment du changement de règne, en 1773, en fait, il risque de perdre sa place de commissionnaire, notamment du magasin des vêtements militaires. Et pour conserver sans doute un certain rôle, il explique pourquoi il a fait ce voyage et que ce voyage avait eu un écho auprès du prince. Et donc il explique comment il a donc résolu de faire en 1766 ce voyage des fabriques de draps de Normandie, Picardie, Angleterre, Flandre, Hollande et Champagne. De fait, il regrette à la fin de son récit de ne pas être passé dans les manufactures du Languedoc, qui sont aussi extrêmement importantes et qu'il ne décrit pas. Et donc du coup, on sait que c'est en 1766 qu'il a fait ce voyage, et donc le voyage a duré 10 à 12 mois. Il a fait donc, dit-il, une relation de son voyage, des observations sur les marchandises qui s'y fabriquent, les modes que l'on observe, les usages du commerce, l'échange des monnaies, parce qu'il y a effectivement tout un passage sur le change des monnaies. Et il y a deux fois un truc. Et donc à son retour, sa relation a été vue par le souverain, par son héritier, c'est-à-dire le roi Victor Amédée quand il écrit, et par qui dirigeait alors le Conseil de commerce, qu'il ne nomme même pas, puisqu'il vient d'être en quelque sorte limogé. Bon. Du coup, ça donnait non seulement un nom, mais une date. J'ai fait d'autres recherches donc dans les archives turinoises qui ont permis de voir qu'effectivement, avant de faire son voyage, il a donné procuration pour toutes ses affaires à Turin. Et puis, comme ça se faisait relativement couramment avant d'entreprendre un grand voyage, il a fait son testament. Testament qui était encore scellé jusqu'à ce que je le fasse ouvrir par les archivistes, ce qui veut dire donc évidemment qu'il est revenu vivant et qu'il a dû faire un autre testament puisque celui-ci n'a pas été ouvert. Alors c'est intéressant quand même de savoir pourquoi il fait ce voyage. Lui, il dit que c'est un voyage qu'il a entrepris de sa propre initiative, et que donc il s'agit d'un voyage privé. Ce dont on peut quand même un petit peu douter, parce que quand il fait sa procuration et quand il fait son testament, il est entouré en fait de gens qui sont assez proches du pouvoir. Et il fait ce testament et cette procuration à Moncalieri, qui est aussi une ville royale où séjourne régulièrement le souverain. Et donc, on sait donc Canova notamment, qui est l'un des témoins de son testament. Et on sait que la monarchie piémontaise de cette époque fait entreprendre par un certain nombre d'experts, nommons-les comme ça, des voyages dans le but de ramener au Piémont soit des connaissances, soit des personnes pour instituer des manufactures ou des
de nouvelles institutions. C'est le cas notamment de Robilan, que peut-être vous connaissez, qui en 1749 a été envoyé pour étudier les écoles de métallurgie de la Saxe, du Hanovre, du Brunswick, de la Hongrie, du Tyrol, et qui a permis 2 ans plus tard la constitution de l'école et du musée du laboratoire de chimie et de métallurgie de l'arsenal de Turin. Et le même Robilan, en 1751, va à Venise, d'où il ramène une description assez précise de toutes les principales manufactures qui se font encore dans la Sérénissime et qui pourraient intéresser la monarchie piémontaise. On est bien là, on va dire, dans la continuité d'une politique mercantiliste qui veut entraîner la production au Piémont de ce qu'on achète en général à l'étranger. Et dans le domaine textile, on va dire, la monarchie piémontaise est surtout intéressée à la manufacture de la soie. Le Piémont est devenu un des premiers producteurs européens de soie semi-ouvrée, mais qu'elle vend donc essentiellement pour la manufacture lyonnaise, pour les manufactures lyonnaises. Et évidemment, la monarchie piémontaise voudrait que les manufactures de soie piémontaises puissent rivaliser avec Lyon, puisque évidemment, ça serait beaucoup plus intéressant en matière de balance du commerce. Donc la manufacture de soie fait l'objet de toutes les attentions, mais aussi la manufacture de laine, même si la manufacture de laine a été envoyée en dehors de la ville de Turin à partir de 1733. Elle a été expulsée de la ville, car n'étant pas assez prestigieuse pour une capitale. La manufacture que l'on jugeait prestigieuse était la manufacture de soie, et avec la manufacture de laine, elle est plein d'ouvriers peu recommandables qu'il convenait donc de répartir dans les provinces. Mais néanmoins, la monarchie est très attentive à la laine toujours, même si elle est expulsée de la capitale, parce qu'il faut vêtir les troupes, et la monarchie piémontaise est une monarchie où l'armée compte beaucoup, et donc il s'agit d'acheter des draps et notamment des beaux draps rouges, puisque c'est encore la couleur prédominante de l'uniforme des uniformes piémontais. Et pour développer ces manufactures de laine, a été développée la manufacture d'Ormer, dirigée par le marquis du même nom, qui est aussi un personnage clé du pouvoir politique piémontais, et pour cela a été fait venir un manufacturier anglais, Coward, qui dirige la manufacture et qui a plus ou moins un rôle d'inspection générale sur les manufactures de laine piémontaise. Et donc il est clair quand même que, et ça revient à plusieurs reprises dans le voyage de Mokafi, qu'il s'agit peut-être de faire venir au Piémont des gens qui aient des capacités reconnues, et on va le voir notamment en matière de teinturerie. Alors ceci dit, du coup, pour qualifier ce type de voyage, a souvent été utilisé le terme d'espionnage, de voyage d'espionnage industriel, et bon, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus ici, mais je pense que c'est un qualificatif qui convient finalement assez peu, parce qu'en fait Mokafi rentre assez facilement dans toutes les fabriques, et on lui ouvre les portes comme on ouvre les portes à plein d'autres manufacturiers, je vais en reparler dans un instant, qui vont voir les manufactures concurrentes. Et finalement lui-même ne parle pas de secret, si ce n'est à un seul moment, à Norwich, où il parle des cartons utilisés pour la presse bouillante, qui sert donc à presser les draps et à leur donner ce lustre particulier qui fait la renommée des draps de Norwich, et où là il parle du secret de la constitution de ces cartons et de cette matière, cette espèce de colle qui permet de donner ce lustre. Et donc, si on veut, mon impression, c'est que souvent le secret volé est plus un mythe forgé
par les imitateurs pour valoriser leur contrefaçon qu'une réalité. Alors, quelle est la particularité de ce voyage ? C'est que d'abord, il y a un très grand nombre de centres lainiers qui sont décrits par Mokafi, qui effectivement visitent les principales villes manufacturières lainières de l'Europe de ce temps, à l'exception donc de la zone de Carcassonne, hein, qu'il ne visite pas du tout. La particularité, c'est que j'ai utilisé l'expression pour la présentation de ce récit de voyage, les yeux dans la laine. Il ne voit que la laine, il n'y a que ça qui l'intéresse, il ne décrit rien d'autre. Il va à Lyon, qui est évidemment le premier centre soyeux d'Europe, et ça ne l'intéresse pas, il ne décrit pas les manufactures de soie. À Paris, il ne parle que des Gobelins. Et bon, il a une obsession, effectivement, en tout cas quand il écrit le récit de voyage, c'est de parler de la laine, et de fait, sa description de chacun des centres est précédée par une description générale de la manufacture de laine, des principes généraux de la manufacture de laine. Et donc voilà, c'est un voyage qui ne décrit aucun monument, aucune curiosité, pratiquement, hein, si ce n'est, bon, je sais pas, la Poste à Paris, voilà, visiblement ça lui a semblé assez intéressant pour qu'il en fasse une description. Mais sinon, il va décrire la condition des ouvriers, éventuellement, notamment à Louviers. Il va décrire les rapports entre les marchands, les fabricants, les commissionnaires, notamment à Amiens, etc. Donc, plein de choses qui nous font pénétrer effectivement dans le fonctionnement des manufactures, voire dans les maisons de manufacture. Je pense par exemple à Abbeville, mais absolument pas dans ce qui concerne le reste de ces villes. Donc c'est plutôt un document effectivement d'histoire des techniques, d'autant plus intéressant qu'il compare les manufactures entre elles. Hein, donc dans la description de voyage, effectivement, le but comparatif de comparer les produits, de comparer les qualités, de comparer éventuellement les couleurs est tout à fait fondamental. Alors, et de ce fait, hein, c'est un des voyages les plus exhaustifs en la matière, en tout cas de cette seconde moitié du XVIIIe siècle. On n'en connaît pas beaucoup déjà, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais la question, c'est qu'on ne sait pas dans quelle fabrique précisément il passe. Hein, puisque manifestement, c'est pas ça qui l'intéresse de raconter à ceux qui vont lire son voyage, de dire précisément chez qui il est entré, ou alors est-ce que c'est pour protéger au fond le secret de ses relations commerciales lui aussi. En tout cas, il y a très peu de noms de fabricants qui sont cités dans le récit de voyage, si ce n'est donc la manufacture Van Robey, qui est certainement celle qui l'a plus impressionné, hein, et qu'il décrit, et dont il décrit assez longuement le fonctionnement. Mais sinon, il y a assez peu donc de noms indiqués, ce qui est un petit peu évidemment problématique si on veut remonter à qui a fabriqué les échantillons qu'il nous présente ainsi, puisque donc ils ne sont, on va dire, repérés que par leur lieu de production, par leur appellation et par leur prix, hein, et non pas par les fabriques, si ce n'est Abbeville et un petit peu à Sedan aussi, ou Peignon, Rousseau, Labauche, Poupart sont nommés. Alors malgré tout, c'est un voyage qui, je disais, est un document extrêmement intéressant quand on peut faire se rejoindre les deux pièces du puzzle justement, qui est un voyage relativement précoce par rapport à d'autres que j'ai pu étudier. Hein, alors il y a un voyage qui est plus précoce d'un Français qui se rend dans Abraham Poupart, qui est un manufacturier de Sedan, qui va devenir privilégié très peu de temps après son voyage. D'ailleurs, la récompense semble être le privilège, semble être la récompense du voyage qu'il a effectué et du récit qu'il a lui-même aussi donné au Conseil de commerce et à Truden.
Il sera anobli aussi en 1769. Il devient un des 4 grands manufacturiers de Sedan. Et en ce qui concerne les Italiens, vous voyez donc sur cette carte certains de ces 3-4 voyages. En fait, au XVIIIe siècle, proprement dit, on connaît véritablement et a été imprimé celui de Marsilio Landriani en 1787-90, qui a été envoyé, lui, par Milan et qui a fait un cheminement assez comparable à celui de Mocaffi. Ensuite, un des plus intéressants aussi, me semble, celui de Giuseppe Morosi, qui se qualifie comme ingénieur, mécanicien national du Royaume d'Italie au moment donc de Napoléon, et qui accomplit son voyage en 1806-1807 en faisant lui la copie d'un nombre assez important de machines. Il y a plus de 400 machines qui sont copiées dans ce voyage, qui n'a pas été publié parce que là encore, est-ce que c'est privé, est-ce que c'est public? Lui prétendait que c'était privé et que donc il pouvait publier son voyage, ce que les autorités à la fois françaises et milanaises lui ont interdit de faire. Et donc ce voyage n'a jamais été publié. Les fonds sont dispersés entre Milan et Florence, où il a, après la Restauration, aussi travaillé. Et puis, on connaît plutôt des voyages d'entrepreneurs manufacturiers du XIXe siècle. Un des plus précoces, sans doute, est celui de Gaetano Mazzoni, que je vous ai mis là, un petit entrepreneur de Prato, qui a, lui, envoyé des lettres à son frère de toutes les manufactures qu'il a visitées, qui recoupe aussi celle de Mocaffi. Alors, avant peut-être de passer aux échantillons de Mocaffi lui-même, je voulais parler justement de cette pratique d'échantillonnage dans l'Europe du XVIIIe siècle et peut-être établir un certain nombre de typologies dont on pourra éventuellement discuter, mais qui me semblent importantes à noter avant toute chose. C'est donc de voir que cette pratique des échantillons répond à différents usages, à différentes pratiques et du coup à différents acteurs. Les premiers dont je n'ai pas pris d'exemple de diapo, là, c'est ceux dont vous avez déjà entendu parler, qui sont les cahiers de teinturiers. Madame Cardon est venue vous parler de ces magnifiques cahiers de Jadot. J'aurais bien voulu venir, mais bon, je ne pouvais pas malheureusement, donc j'apprendrai autrement ce qu'elle a pu vous raconter. Mais donc ces cahiers de teinturiers, je ne sais pas si elle en a fait un recensement, mais il ne me semble pas qu'il y ait véritablement de recensement pour le XVIIIe siècle de ceux qui existent ici ou là dans les inventaires, dans les archives départementales, dans les archives locales, et c'est bien dommage. Alors moi je ne vais pas vous parler de ces échantillons-là, mais des échantillons, on va dire, les plus communs, qui se trouvent dans pas mal de fonds d'archives, qui sont les échantillons que j'ai appelés garanties réglementaires. Avec Gérard Gaillot aussi qui avait travaillé sur ce thème, échantillon garantie réglementaire, puisque effectivement il s'agit surtout à partir du XVIIe siècle de promulguer un certain nombre de règlements précis de la DAPRI, en tout cas en ce qui concerne la France, de développer un corps d'inspecteurs des manufactures sur lequel a travaillé Philippe Minard, qui vont vérifier la conformité entre la production effective et les normes réglementaires. Et donc, vous voyez ce rapport de l'élève inspecteur Lepage, par exemple, qui est conservé aux archives nationales, qui montre tous les types d'échantillons de draps et comment ils sont faits. Et donc,
voilà, c'est le type d'échantillon qu'on peut retrouver, c'est toujours le même, hein, avec donc différents types d'échantillons, vous voyez, organisés sous forme de colonnes, où il y a à la fois l'échantillon, le nom, la composition, et éventuellement qui l'a fait, combien ça coûte, etc. Ce type d'échantillon-là, on va dire d'échantillon réglementaire, garantie réglementaire, on peut en trouver évidemment en France mais aussi ailleurs, hein, et je vous ai mis des échantillons que j'ai trouvés à Milan dans le fonds commerce partie ancienne, et où on montre donc des draps à l'usage d'Elbeuf. Et donc là, c'est à la fois garantie réglementaire, mais ça peut être aussi autre chose, hein, pour voir comment sont ce type de draps pour éventuellement les reproduire ou les acheter. Dans le fameux recueil de la Bibliothèque royale de Turin, on voit aussi un certain nombre de recueils d'échantillons qui ont été faits notamment par Mocafi, on voit sa signature là sur la page du milieu, en tant cette fois-ci qu'expert, et notamment qu'expert du magasin des draps de troupes royales. Et donc effectivement il développe, hein, un certain nombre d'expertises de ce genre, où il indique qu'il a reçu l'ordre d'un supérieur de se transférer au magasin royal pour examiner les écarlates à l'usage des gardes du corps de Sa Majesté, avec l'intervention de différents marquis, écuyers, chef des gardes, et donc qu'il a fait un compte-rendu d'expertise, hein, pour montrer en quoi les échantillons donc réglementaires, qui sont ceux du haut à gauche, correspondent ou non à ce qui est réellement fabriqué par les différents manufacturiers qui se trouvent donc dans le magasin des troupes. On peut trouver des échantillons évidemment d'autres couleurs, et c'est toujours la même logique, hein, un bout de drap, et on marque ensuite s'il est conforme ou pas, et on voit bien en fait la nature alors de ce registre, hein, qui se transforme en un copie d'échantillonnage, d'expertise pour ce magasin des troupes royales. Alors voilà, ça c'est assez courant, mais on va évidemment aussi trouver de plus en plus la pratique d'échantillonnage dans les pratiques commerciales. Et là, on passe donc à un autre type d'échantillonnage que Gérard Gaillot appelait attrape-client, hein, parce qu'effectivement, on va trouver, surtout à partir du XVIIIe siècle, donc, cette pratique de plus en plus développée des échantillonnages à but commercial, parce qu'il s'agit donc de montrer au client ce qu'on va lui proposer et ce qu'on va lui vendre, hein. Donc, je vous ai mis là une pièce d'un tailleur qui doit fournir les livrets royal de Versailles, hein, et qui donc indique le drap qu'il va vendre et qu'il va fournir pour ses livrets de domestiques, et donc comme ça effectivement on pourra voir que les habits effectivement livrés sont bien en conformité avec ces échantillons. Mais surtout, ce qui se développe, c'est l'échantillonnage dans les foires. Et l'échantillonnage dans les foires où les marchands se rendent, hein, c'est ce qu'a étudié spécialement Gaillot, c'est les échantillonnages donc de draps. Évidemment, les marchands arrivaient aux foires avec leurs draps, avec leurs rouleaux de draps énormes et pesant très lourds. Et donc, à quoi servaient des échantillons, et il montre que ces échantillons en fait, servait à se rappeler ce que les clients avaient acheté à la foire précédente. Donc, non seulement ils amenaient des rouleaux de draps, mais ils amenaient surtout des livres avec des échantillons pour se rafraîchir la mémoire sur ce que les clients avaient acheté donc l'année suivante. Et puis, la deuxième grande innovation
en matière d'échantillonnage, c'est évidemment les échantillons que transportent les commis voyageurs, de plus en plus importants, de plus en plus nombreux surtout, que payent les grands marchands manufacturiers pour aller présenter dans les différentes villes les produits de leur manufacture, en essayant donc attraper justement de nouveaux clients. Alors les chiffres qu'on peut voir sont quand même assez importants, puisque les 30 marchands fabricants ceux d'année, par exemple, ont 160 commis voyageurs en 1778, qui vont donc jusque Rome, Naples, enfin qui voyagent dans toute la France, mais aussi en Italie. On sait que Schlembler de Manchau envoie dans l'Empire ottoman, lui, des marchands, des commis voyageurs, pardon, qui vont jusque Constantinople et Smyrne. D'autres vont jusqu'en Russie. Donc voilà, ces pratiques d'échantillonnage sont évidemment de plus en plus importants. Alors, par rapport à cela, l'échantillonnage qui est proposé dans le livret de Mokafi, dans ce catalogue de Mokafi, me semble un peu différent. Et peut-être on peut revenir à ce livre et peut-être tourner les pages. Alors déjà, vous voyez que la première page elle-même montre voilà, une volonté de décoration. Tout à l'heure, vous avez zoomé sur manufacture, et les petites roses et les petits dessins qui parsèment les lettres. Et en fait, voilà, chose qu'on ne trouverait absolument pas dans un échantillonnage ni d'inspecteurs, ni de marchands, ni de commis voyageurs, etc. Donc c'est bien un objet précieux qui est tel, parce que vraisemblablement, c'est ce qui a été montré au moins à Baugin et peut-être qui sait, au roi lui-même. Et en fait, toutes les pages sont ainsi mise en scène. Donc peut-être que si on tourne les pages, on peut voir cette espèce de chorégraphie qui fait que les échantillons sont mis en scène, les villes, autour des villes, vous voyez, il y a à chaque fois des petits dessins. On peut zoomer sur Louviers, là, qui est la première manufacture qu'il décrit, avec petits oiseaux. Alors, il n'y a pas beaucoup de draps pour Louviers, qui est pourtant une des villes qui décrit longuement. Mais on peut tourner les pages, juste pour voir que à chaque fois, voilà, chaque échantillon est bordé, voyez, de traits rouges pour le mettre en valeur. Les échantillons sont bien raccords les uns avec les autres, contrairement à ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans les autres carnets d'échantillons. Et donc, ça me semble être des échantillons, évidemment, qui ont un but tout à fait autre que ceux des marchands. C'est une espèce de mise en scène un peu chorégraphique, je dirais, des échantillons pour démontrer ce qu'il raconte dans le voyage, qu'il a peut-être dit seulement oralement, et aussi pour essayer peut-être de faire apprendre en touchant, puisqu'il est assez didactique dans le voyage comme dans la mise en scène. Alors vous voyez que voilà, il y a une espèce de travail de la mise en page de ces échantillons, y compris par couleur, qui est assez importante. Ce qui suppose évidemment que il est étiqueté, tous ces échantillons,
en les recueillant. Sinon, il aurait tout mélangé à son retour, puisque évidemment, ça n'a pas été fait en voyageant, hein, ce registre, très vraisemblablement. C'est un objet beaucoup trop gros, me semble-t-il, pour être fait au fur et à mesure. Et donc voilà, il y a tout un travail d'étiquetage. On peut peut-être regarder voilà, ce qui donne comme information à droite. Voilà, donc il donne le nom, hein, C de Rome, sur fine, une demi-aune de large et longue de 30 tonnes à peu près, à 7 livres indissous l'aune. Alors, on arrive en Angleterre, où il va parler notamment de la maxime des Anglais, hein, ce qu'il appelle la maxime des Anglais, c'est-à-dire en fait ce que les historiens ensuite ont appelé domestic et putting out system, hein, qu'il décrit de façon assez intéressante, hein, justement en disant que la maxime des Anglais en général, c'est de travailler sur commission, et donc que les commissionnaires peuvent donner la matière à travailler à des gens qui travaillent ensuite à domicile et qui vont leur ramener et qui ne seront payés que de la facture des travaux qu'ils ont faits, sauf justement à Norwich. Vous voyez ces très belles étoffes de Norwich qu'il décrit et qu'il admire visiblement. Sauf à Norwich où il existe quelques manufactures concentrées, qu'il a décrit longuement en ce qui concerne Louviers et Abbeville notamment, et qu'il va ensuite de nouveau décrire avec Sedan. Alors, il faut bien comprendre que le regard que Mokafi propose sur les manufactures lainières est un peu un regard d'inspecteur, hein, de marchand en tournée, mais aussi d'inspecteur, qui n'accepte pas notamment que les règlements soient non respectés. Et donc, ce qui fait la qualité des manufactures, pour lui, c'est bien les règlements et la conformité aux règlements qu'il peut voir en pratique. Alors justement en Hollande, hein, la Hollande est particulièrement prisée à cette époque encore, même si depuis le XVIIe siècle, de nombreuses manufactures se sont installées pour faire des manufactures à la mode de Hollande. On va peut-être s'arrêter 2 secondes sur Maastricht ensuite, parce que, dit-il, en Hollande, justement, on va le revoir, hein, les noirs sont toujours les plus beaux et la teinture est toujours la plus parfaite, même si à Maastricht aussi, quand on le veut, on peut bien travailler, dit-il. Alors manifestement, à partir de Maastricht, il y a même une mise en scène, il me semble, un peu encore plus importante que dans les pages précédentes des échantillons. Hein. Vous voyez cette forme un peu spéciale qui a été adoptée. Voilà, on peut tourner. Et ensuite, il va parler donc de Aix-la-Chapelle, de Borset. Et avant d'arriver à Sedan. Alors, sur ces manufactures précédentes, là, par contre, c'est le contre-modèle, parce que ce sont des manufactures où on fait n'importe quoi, on imite le plomb des autres,
On tire les draps sur la rame et donc on fait de très nombreuses contrefaçons sans l'avouer, ce qui est évidemment pour lui tout à fait néfaste. Et il finit donc très longuement sur Reims, plus que sur Sedan. Il est développe plus sur la manufacture de Reims que sur la manufacture de Sedan, qui a évidemment une renommée Sedan a une renommée plus importante au XVIIIe siècle que Reims. Mais Reims, c'est un type de drap que l'on fait aussi au Piémont. Et donc évidemment, ça l'intéresse particulièrement de développer ce type de production. Voilà, on va peut-être revenir maintenant au PowerPoint. On pourra reparler évidemment des échantillonnages après. Et donc, ce qu'il montre bien dans cette Europe de la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est justement la valse des appellations et au fond les copies généralisées qui existent dans ces manufactures textiles. Je vous donne juste quelques exemples en passant. D'une étoffe, dit-il, comme les diablements forts, qu'en anglais on appelle everlasting et qu'en Angleterre on appelle Amiens, et à Amiens il s'appelle à la turque. Bon, donc en fait c'est le même type d'étoffe qui a des noms différents et les uns et les autres se copient pour évidemment essayer d'attirer là encore toujours le client. Alors en fait ce type d'étoffe semble être développé d'abord à Amiens, copié en Angleterre et ensuite Amiens copie les copies d'Angleterre, les imitations d'Angleterre. Donc il y a tout un ensemble de circulation en fait de modèles et de techniques qui est tout à fait intéressant à voir. De même à Lille, il parle des C de Rome qui sont à l'imitation des C de Nîmes que l'on fabrique à Londres. Ou encore, dernier exemple, les C de Londres que l'on fabrique à Exeter et à Aumale. Donc ça n'arrête pas, évidemment, pour ceux qui pensent qu'un drap vient de la ville dont elle porte le nom. On comprend bien que c'est tout à fait illusoire de penser que les C d'Aumale viennent forcément d'Aumale, étant donné le nombre des copies qui, justement, existent. Mais donc, ce qu'il condamne, c'est véritablement non pas l'imitation, dont on comprend bien qu'elle est au fond moteur des innovations textiles de ce XVIIIe siècle, mais ce sont les contrefaçons. Et ce sont les contrefaçons, notamment celles que l'on voit à Aix, Audimont, Borset, Vorvier, parce que, comme je vous le disais, en toutes ces fabriques, ils font des draps de toutes sortes avec les marques de tous les pays, avec les plombs étrangers. Et ce qui est pire est que chaque fabricant est maître de faire ce qu'il veut, de façon que chacun donne l'organisation qu'il veut à sa fabrique. Si bien qu'avec ce système et avec l'imitation des draps des autres pays, ils le font de qualité inférieure, tant pour le linage qu'en économie de matière et d'opération. Mais ce qui est pire, c'est que presque tous les draps sont forcés sur la rame et donc ne résistent pas, évidemment, au passage du temps. Bon, on reviendra peut-être sur ce jeu de comparaison constante, si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est bien un peu ce que je disais, c'est un marchand, mais qui a aussi, qui est très attaché à la réglementation, qui est pour lui à la base de la qualité des produits et qui est donc très important. Bon, alors venons-en peut-être à l'aspect teinture dans ce récit de voyage. Alors, Mokafi n'est pas teinturier, ni moi d'ailleurs, je ne suis pas historienne des teintures, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il n'a donc pas de capacité technique, on va dire, spécifique dans les teintures, si ce n'est celle d'un marchand, mais il rappelle, dans sa présentation initiale de la fabrication des draps, puisque je vous ai dit, le récit de voyage est précédé par comment est-ce qu'on fabrique un drap d'une façon générale, et qu'est-ce qu'il nous dit des teintures. Ça peut être intéressant pour voir voilà, ce qu'un marchand quand même au courant des choses de la fabrication pensait des teintures. Eh bien, il pense que finalement les teintures sont à peu près égales partout, mais que surtout, évidemment, cet art dépend entièrement du savoir de l'habile
teinturier, la vue oculaire ne sert pas, il faut un apprentissage et difficilement, il faut un apprentissage difficile. Seuls les teinturiers nés sont habiles, c'est-à-dire ceux qui ont commencé dès leur enfance à pratiquer une telle profession. Bon, on trouve là l'idée assez commune d'une lente acculturation au métier. Et ce qui est intéressant pour quelqu'un qui est justement assez attaché aux règles, c'est qu'il dit que dans cet art, il n'y a aucune règle fixe, parce que le moindre accident fait varier la règle, la substance étant non les drogues, mais le climat, l'air et l'eau. Je vais y revenir dans un instant. Alors c'est même assez étonnant ce genre d'affirmation, puisque contrairement quand même à ce que dit Mokafi, il y a des règles fixes qui sont présentes dans un certain nombre de règlements de manufacture, qui en France par exemple, mais en Italie, dans beaucoup d'États italiens aussi, distinguent entre le grand teint et le petit teint, comme vous le savez sans doute, en fonction des types de drogues qui sont utilisés. Et cette différence entre grand teint et petit teint, il n'en parle pratiquement pas, enfin, en fait, en passant. Il parle très peu des drogues elles-mêmes. Aucune mention de cochenille, de garance, de guêde, etc. Donc effectivement, on ne saura pas comment sont faites les couleurs qu'il échantillonne, puisqu'il n'entre pas du tout dans ce détail, il entre dans certaines considérations techniques, mais pas du tout dans celle de la teinture. Les deux seules choses qu'ils disent à ce propos, c'est que à Rouen, on fait pousser une herbe pour faire le jaune. Alors je dois dire que je n'ai pas trop bien compris de quoi il parlait, donc si peut-être vous aurez plus d'idées que moi, parce qu'il dit que voilà, il sème une plante d'herbe dont ils se servent pour la teinture en jaune, mais comme cette herbe arrive à maturité, pour que cette herbe arrive à maturité, il faut 2 ans. La première année, ils prennent la récolte de grains et la deuxième, celle de l'herbe pour faire le jaune. Bon, j'ai regardé dans Cardon, justement, est-ce qu'elle dit des teintures naturelles jaunes, j'ai pas vraiment compris de quoi il s'agissait, mais bon, comme vous l'avez rappelé, moi je ne suis pas non plus totalement dans le secret des brouets. Et il parle des mordants, c'est une des seules fois où il parle de secret, justement, à propos des cotons pour faire les velours sur fin. Puisque pour, dit-il, cette teinture, on est toujours à Rouen, la composition du mordant, donc pour que la teinture tienne, et ce qui constitue le grand secret de cet article, dont il ne nous révélera rien. Alors donc, ce qui importe pour lui, c'est le climat, l'air et l'eau. Et il est intéressant de voir pourquoi, parce que effectivement, dit-il, tous les jours, on voit une opération faire des effets différents d'un pays à l'autre. Et donc, voilà, il faut répéter les essais pour réussir à faire de bonnes teintures. Mais néanmoins, ce qui compte, c'est la qualité de l'eau, et donc cette qualité de l'eau dont on retrouve beaucoup sur laquelle on trouve beaucoup de considérations au XVIIIe siècle, et donc notamment pour faire les draps écarlates, dit-il, il faut une eau vive, molle et courante, comme ce qui se retrouve naturellement à Paris à la fabrique, c'est-à-dire à la teinturerie du sieur Julienne appelée Gobelin, je vais en reparler dans un instant. Et pour le noir, au contraire, il faut une eau grasseuse et pâteuse, et donc il faut préparer cette eau si jamais on n'en dispose pas. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de voir les qualificatifs qui sont utilisés pour désigner ces eaux. On n'est pas encore dans le domaine de la chimie. C'est des qualités, voilà, dures, molles, grasses, sèches, etc., qui servent à désigner cela. Alors, à part ça, il va parler de la teinture en fil ou en pièces. Là encore, c'est un peu en passant dans son manuscrit, parce qu'effectivement, il y a deux grands moments où on peut teindre dans la manufacture lainière. C'est alors du coup, je ne sais pas, parce que ça a l'air un peu contradictoire les deux, mais oui. Donc on peut voir Amiens. J'ai pas noté les pages d'Amiens.
Ça, c'est Rouen. C'est après. Excusez-moi, je n'ai pas noté la page là. Amiens, on y était là, ouais. Camelot, donc ça doit être plus vers le bas. Peut-être sur l'autre page. Voilà les 4 là, voilà c'est ça, on voit. Donc le 3, celui qu'on voit 3 sur la gauche là, donc ceux-là sont teints d'une pièce d'une couleur claire ou d'une couleur qui soit susceptible, dit-il, d'en recevoir d'autres. Puis avec la planche où se trouve le dessin d'une autre couleur, on imprime avec de la colle l'autre couleur, c'est ceux qui sont... Voilà. Comme on le fait également pour les flanelles sempiterne et pour tout autre C qui est du corps et qui puisse faire un relief une fois comprimé. Les numéros 4 sont les velours de laine ordinaire qui se font en blanc ou sont teints en pièces de la couleur désirée. Les numéros 5 sont teints en pièces et ensuite gaufrés au cylindre. Donc en fait, on voit des choses qui peut-être nous apparaissent relativement semblables et qui ne sont pas du tout teints au même moment et qui ne sont pas du tout fabriqués de la même façon. Alors, teindre en pièces ou en laine, en fait, il y a 3 moments où la laine peut être teinte, soit en toison, mais il n'en parle pas du tout. Ça ne semble pas plus pratiqué, en tout cas dans ces manufactures, soit en fil, soit en pièces. Alors, l'avantage de la teinture, la teinture en pièces ne se fait évidemment que pour les draps unis, et d'autre part, elle donne des teintures qui peuvent être moins résistantes, puisque la couleur, explique-t-il, prend moins dans le corps du tissu qui est déjà tissé, justement, que sur les fils. Et donc, la différence de prix entre les draps teints en fil et les draps teints en laine vient notamment de cela. On peut peut-être repasser au PowerPoint. Alors, il y a évidemment dans les après les problèmes que posent les relations entre teinture et foulonnerie, qu'il mentionne. Alors notamment, dit-il, quand le drap est teint en laine, le savon mange radicalement la couleur, ou en tout cas risque de manger radicalement la couleur, d'où l'utilisation parfois d'autres substances que le savon, justement pour éviter cela. Et il parle aussi, dans les caisses de lavage du foulon, des draps teints en noir et en bleu et des procédés qui sont mis en œuvre pour faire pénétrer davantage la couleur et afin qu'il ne déteigne pas, puisque évidemment, un des points essentiels, c'est que la teinture ne s'en aille pas à la première suée de la personne qui le porte ou à la première pluie qu'elle reçoit. Et donc, évidemment, c'est aussi un critère important pour le marchand qu'il est.
Alors le dernier, peut-être si vous avez des questions, on reviendra sur ces points, hein, mais la dernière chose qui me semblait intéressant, c'est qu'il parle quand même d'un certain nombre de teinturiers bien connus dans l'Europe de ce temps, notamment, et donc là, le premier teinturier qu'il va visiter, hein, c'est le sieur Julienne, qui est très renommé. Donc c'est un atelier je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais donc je rappelle rapidement, qui est un atelier évidemment de teinture privilégié. Le privilège a été obtenu en 1667 par Gluck, donc associé à Bernard Granville et François Julienne. Et puis les deux familles se sont ensuite unies par le mariage. Et Gluck, qui était originaire d'Amsterdam, était censé importer en France ses secrets pour faire le bleu roi et le rouge écarlate à la hollandaise. On est bien là dans la concurrence internationale justement des manufactures et à la tentative mercantiliste d'importer en France ce que l'on achète ailleurs. Le plus connu sans doute est Jean de Julienne, neveu donc de l'épouse de Jean Gluck, et qui est bien connu. Pourquoi? Parce que il a repris à la fois la teinturerie et la manufacture de draps de son oncle François, et donc il a dirigé cette manufacture royale des draps fins et des teintures de toutes couleurs, façon cette fois-ci d'Angleterre, d'Espagne et de Hollande. Il s'agit d'imiter tout ce qu'on peut faire de mieux à l'étranger. Et donc ces deux établissements ont été réunis en 1721, mais surtout Jean a été admis conseiller honoraire de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1740, et il est devenu célèbre comme mécène, notamment de Watteau, et on le voit ici représenté sur cette grande peinture avec son ami. Alors sa teinturerie a souvent été confondue avec celle de l'hôtel, avec celle des Gobelins, de l'hôtel royal des Gobelins, qui est toute proche. Elles sont l'une à proximité de l'autre, et toutes deux ont l'estampille royale, et donc la manufacture de Julienne a le privilège de mettre des plombs d'or sur ces écarlates. Et les installations de la fabrique de Julienne ont été reprises dans le traité de l'art de la draperie de Duhamel du Monceau, qui est paru là aussi au tout début des années 1760, et qui sont identiques aux planches de l'encyclopédie Diderot d'Alembert, qui, elle, traite des Gobelins. Donc on voit que la confusion est quand même relativement fréquente à l'époque. Et donc qu'est-ce que dit Mokafi de Julienne? Donc il rappelle qu'il a le monopole exclusif de l'écarlate avec plomb d'or, et qu'en fait il fait deux sortes de couleurs écarlates, qui sont visiblement bien distinguées à l'époque. Je ne sais pas si nous on serait capable de les distinguer, mais en tout cas donc il teint pour ses clients, dit-il, des écarlates qu'on appelle écarlates des Gobelins, et puis il fait une autre qualité plus belle qui est appelée Julienne et qui porte le nom écrit en tête de la pièce. Et pourquoi cette qualité d'écarlate est-elle plus belle, raconte Mokafi, c'est que en fait il teint toujours ses pièces en premier, et que donc ces pièces prennent bien mieux la teinture, et il laisse celles de ses clients ensuite. Donc les petits trucs des manufacturiers que on aurait sinon du mal à savoir. Alors dans l'évaluation des teintures et des teinturiers, il est toujours conquis par le noir de Hollande. Noir de Hollande, vous voyez qui est lié pour lui au bon règlement, qui sont installés en Hollande, et qui font qu'aucun teinturier, dit-il, ne peut teindre un drap si la pièce dessinée à une telle couleur n'a pas d'abord été présentée teinte en bleu à l'inspecteur, lequel y appose son plomb une fois qu'il l'a examinée. C'est ce qu'on fait aussi à Sedan, mais c'est une pratique qui est voulue par le fabricant, qui a la liberté, dit-il, de le faire comme il veut. Et enfin, comme je vous disais, à Maastricht, on fait à peu près la même chose. Donc voilà, ça permet de voir ce qu'ils pensent en comparaison les unes des autres des mêmes couleurs.
Par contre, il est plus surprenant de voir tous les défauts qu'il attribue à la Hollande, hein, parce que malgré tout, la Hollande reste le pays de la supériorité affirmée d'un certain nombre de draps. Et il raconte comment les draps sont mal tondus, sont mal apprêtés, sont mal foulés aussi, mais aussi les rouges de Hollande sont pour lui assez mauvais. Leurs défauts substantiels, vous voyez qu'ils sont tellement serrés que la teinture ne peut les pénétrer. Hein, donc on est bien là dans la teinture en pièces et la qualité pratiquement trop forte du tissage, hein, qui fait que la teinture ne pénètre pas assez et que donc elle s'en va relativement vite. Et enfin, voilà, toujours dans cette appréciation des teintures, à Lille, dit-il, les teintures sont les mêmes que partout ailleurs, mais toutes les couleurs qu'ils entreprennent sont d'une perfection médiocre. Hein, il a aussi expliqué comment Lille imite les draps de Norwich, mais n'y réussit qu'à moitié. Et enfin, à Courtrai, les teintures tiennent très bien, ils les font superbement, de sorte qu'au premier coup d'œil, grâce à son beau lustre, il semble être de vrais damas de soie. Et évidemment, je finis là-dessus parce que la laine a quand même pour but essentiel, ou en tout cas les draps de laine les plus coûteux, les plus luxueux, les plus renommés, a pour but, si possible, d'imiter la soie, hein, qui reste évidemment l'étoffe de luxe par excellence. Alors, je vous disais, un des buts du voyage, c'est éventuellement de débaucher des gens au passage. Et de fait, il s'emploie éventuellement à débaucher des teinturiers, donc notamment à Darnetal. Hein, c'est un des seuls noms qu'il donne. Là aussi, cette manufacture n'a pas été étudiée à ce que je sache. Hein, mais donc, le dit Lambert, dit-il, a grande réputation dans toute la France. Il a le privilège de teindre de toutes les couleurs sur l'étoffe qui lui plaît, en écarlate, sans néanmoins avoir le même plomb d'oreille que Julienne, et il explique comment il a 2 neveux et qu'il est prêt à en céder un au Piémont si nécessaire. Alors ce qui est intéressant là, c'est que c'est plutôt Mokafi qui a l'air de faire la démarche pour essayer de savoir s'il laisserait partir un de ses 2 neveux, tandis qu'à Maastricht, on voit qu'on vient lui proposer, hein, monsieur Elia Hansen, donc de Maastricht, vient lui proposer de lui confier un de ses rejetons, moyennant 40 lire par mois, et le manger si jamais on en voulait. De ces opérations de débauchage, donc relativement fréquentes, hein, les circulations sont importantes dans la main-d'œuvre, notamment dans les apprêts, et pas, enfin dans la teinture, mais pas seulement. On ne sait pas ce qui a été fait ou pas, hein, puisque voilà, quelle retombée a eu ce voyage. Il est assez difficile à le dire. Il a eu des retombées pour Mokafi lui-même, puisqu'il a eu un rôle justement dans le magasin des troupes royales et sans doute a joué un rôle de pivot important en tant qu'à la fois expert et marchand. Il a aussi été sollicité pour développer la manufacture de velours à partir des années 1771. Il remplace l'inspecteur Coward et donne des conseils à la fabrique d'Orméa. Je vous ai montré ses pratiques d'expertise dans le manuscrit. Après, quelles sont les retombées sur la manufacture lainière plus généralement au Piémont? En fait, on n'en a que très peu d'échos. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce voyage dans l'Europe plénière de la seconde moitié du XVIIIe. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon, ou après les questions, voilà, on pourra s'approcher, regarder à nouveau avec vous un peu plus près, avec Sylvie Pétoiset, le recueil d'échantillons. Donc, est-ce que vous avez des questions ?
Oui, je pense pour le jaune dont vous avez parlé en Normandie, c'est la Gaule, le Reseda, luteola. Ils ont été les premiers producteurs mondiaux au 19e siècle. Et c'est une plante qui pousse sur 2 ans. Effectivement, c'est des rosettes en première année, ça monte en tige la deuxième année. Donc, d'après ce que vous... Ouais. Ce qui m'étonnait, c'était le lien avec le grain, en fait. Voilà, on utilise tout, en fait, dans la Gaude. Et donc, ça monte en tige. Et puis, effectivement, il y a les graines. Et on utilise tout, sauf la racine. Donc, ça doit être ça, quoi. Et c'est une plante qui a été largement utilisée à titre industriel au niveau de la teinture. Oui, bien sûr. Je voulais dire aussi sur Darnetal, ils ont été spécialisés dans la Garance, comme Elbeuf. Et toute la région était... Mais alors lui, il ne parle pas du tout de ça, justement. Enfin, je vous ai mis ce passage sur Rouen parce que c'est le seul moment où il parle d'une drogue, quoi. Mais à part ça, Parce qu'il y a eu des aides à ce moment-là au niveau français. Comment il y a eu des aides financières pour relancer la Garance. Il y a eu de l'argent, donc les teinturiers, les manufactures qui se lançaient dans la Garance étaient exemptées d'impôts, entre autres. Et donc il y a eu tout un développement là-dessus. Alors je ne sais pas si c'est à la même époque un Turc est venu aider aussi, parce qu'il y a eu donc le rouge turc, mais c'est plus tard en fait. Je pense, parce que le rouge turc... Liliane Hirler-Pellerez, on avait parlé aussi à propos des Indiennes et du rouge... parce que je pense que le rouge turc, en fait, il doit être sur du coton et pas sur de la laine. Donc, Tiré à la rame. En fait, c'est parce que après les rames, c'est une fois que les draps sont foulés, donc ils sont mouillés, et donc il faut les faire sécher. Et donc on les fait sécher sur les rames. Et ces rames, évidemment, il faut ajuster le drap aux rames. Et donc tirer à la rame, on en parle aussi à Sedan. Il y a régulièrement de toute façon des plaintes là-dessus, parce que évidemment les manufacturiers qui essayent d'avoir un aunage un peu plus grand vont essayer de tirer leurs draps sur les rames quand ils sont mouillés pour que l'aunage augmente. Et donc c'est un des points sur lesquels les inspecteurs interviennent très fréquemment, justement pour... Il y a un pourcentage qui est toléré, et évidemment quand on va au-delà de ce pourcentage, on estime qu'on fragilise le tissu, etc. Et pour ce qui concerne le travailleur, je suis fait des remarques par rapport à leurs conditions, et finalement c'est quelque chose de ponctuel, il n'y a pas vraiment approfondi ce point-là. Alors, il en parle surtout à Louviers, en fait, qui est la première grande ville de draperie dans laquelle qu'il visite. Et donc, il va parler des relations entre les fabricants et les ouvriers, de ce que mangent les ouvriers, des contremaîtres, de ce qu'ils mangent, etc. Donc, il entre dans pas mal de détails à ce moment-là, et après, non, ça disparaît pratiquement de son intérêt, sauf à Amiens, où là, ce qui l'intéresse, et ce qui le surprend visiblement, c'est le rapport entre hommes et femmes dans la manufacture. Et où il explique que les fils viennent pour une bonne partie de Hollande, sont récupérés par les hommes, mais ensuite donnés immédiatement aux maîtresses femmes qui font tout l'essentiel du processus de fabrication, et que les hommes récupèrent pour le moment des après. Et donc là, c'est intéressant parce que dans certaines places de fabrique comme Amiens, par exemple, ils donnent aussi des chiffres de main-d'œuvre employés. Donc là, il estime à 10 000 ouvriers, ceux qui travaillent pour la manufacture d'Amiens. Et donc, il rentre dans un peu plus de détails à ce moment-là. Sinon, il y a assez peu à part Louviers, il y a assez peu de détails sur la vie et sur le travail des ouvriers. Et sinon, il y a aussi cette maxime anglaise, là, c'est-à-dire les rapports entre marchands et fabricants, en fait.
Donc c'est bon, ce que les historiens appellent domestic system et putting out system, quoi, en fait. Est-ce que le système des commissionnaires, hein. Donc voilà, il explique ça. C'était un peu comme la façon, le système des commissionnaires. Oui. Les façonniers. Oui. Moi, j'avais une petite question sur justement les échantillons qu'on peut voir là de la manufacture d'Amiens. Parce qu'effectivement, il y a très peu d'échantillons d'impression, mais il y a ces échantillons qui sont un peu particuliers dans la technique d'impression. Je voulais savoir s'il y avait un peu des détails ou pas, parce qu'on est clair sur foncé, ce qui est quand même très problématique pour l'impression. Ça, c'est au mal, hein. Alors, c'est de la est-ce que voilà, pardon? Comment? Je vous ai pas entendu. Non, là, je disais c'est au mal. Ah, c'est au mal, pardon. C'est ce qu'on voit là. Est-ce que vous avez des détails un peu sur ces impressions ou pas du tout? Non, sur les impressions, il y a ce que je vous ai lu tout à l'heure là, et il y a peu de détails non sur les impressions. Ouais. Mais bon, j'ai plus le texte. Vous pouvez aller regarder dans le texte qui est disponible en ligne. Et il me semble pas qu'il donne beaucoup de détails. Il donne plus de détails en fait sur à Norwich, hein, où il y a aussi pas mal de tissus assez façonnés, mais non, pas forcément. Pas dans énormément de détails techniques, quoi, à part celui que je vous ai donné tout à l'heure. Ok, très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de la manufacture des Gobelins. Mm-hmm. Nelson, qui est entrepreneur au Gobelin, s'associe avec un chimiste justement pour les questions des teintures parce qu'il y avait eu des problèmes avant. Ouais. Est-ce que justement est-ce qu'il a vu Il n'en Nelson? parle pas du tout, non. Il n'en parle pas du tout. Non. D'accord. Désolée. Parce que, en fait, les Gobelins, c'est pas des draps, c'est de la tapisserie. Oui, tapisserie, bien sûr, mais non, lui, il parle que de Julienne en fait à Paris. D'accord. Ah oui. D'accord. À Ville, on doit voir, oui, les manufactures Van Robey, là, dont il parle beaucoup. Voilà, donc là, malheureusement, on est aux manufactures de Londres, mais la première partie la première partie du voyage concernant Londres a disparu, puisque un des feuillets, comme je vous le disais tout à l'heure, manque. Mais il explique en fait qu'à Londres, pratiquement rien n'est fabriqué à Londres, hein, mais tout vient des provinces voisines et sont ensuite finis par les manufacturiers, par les marchands londoniens.
Oui. Alors, c'est vrai que c'est assez intriguant puisque ça, comme la mise en page change à chaque page, la manière de présenter les différentes teintes, les échantillons choisis, ça forme un objet assez curieux qui ne ressemble pas à un catalogue. Vous aviez expliqué au début qu'on ne connaît pas bien les ou alors peut-être vous pouvez nous rappeler si vous avez réussi à trouver de quelle manière c'était censé être montré, cet album. Il n'y a aucune information là-dessus. Aucune information, on reste dans l'énigme. Ben, c'est en effet un peu énigmatique au regard, quoi. Je pense que justement, enfin, c'est présenté comme ça aussi parce que c'est destiné à être présenté à des gens qui n'y connaissent a priori pas grand-chose et qui ne sont pas ni dans le domaine, ni des marchands, ni etc. Donc, puisque cette relation de voyage et je pense la façon dont c'est présenté là est destinée à être présentée à la cour, il s'agit de faire un bel objet pour que ça soit agréable à regarder, que ça soit pas trop monotone, contrairement au catalogue d'échantillonnage qu'on peut trouver pour les marchands, etc. Et donc de ce que j'ai d'utiliser presque une espèce de mise en scène et de chorégraphie des échantillons pour faire envie, quoi. Mais pour des gens qui ne sont absolument pas a priori dans le domaine, quoi. Et moi qui suis un peu graphiste, voilà, de manière très étonnante, en page de garde, le titre qui n'a pas calibré, qui ne tient pas dans la largeur de la page, sur 2 lignes différentes. Ouais, ceci dit, ça c'est assez courant dans même dans les belles mises en page du 18e, on peut trouver relativement fréquemment ce genre de choses. Moi j'avais une question par rapport aux pages manquantes, parce qu'effectivement il manque des pages, notamment de Paris, me semble-t-il. Est-ce que vous en avez... pas de Paris, ça doit être... De Abbeville, on passe à Londres et il est déjà à Londres, en fait. Ouais, et vous n'avez pas retrouvé de traces de ces pages manquantes, rien, ou est-ce que vous savez s'il y a eu d'autres exemplaires de ce... ou c'est un exemplaire unique, enfin toutes ces choses-là? Non, il n'y a pas, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'autres exemplaires. C'est un espèce, pour moi, c'est plutôt un brouillon qui a été réuni dans ce carton qui est un peu de bric et de broc, enfin, si ce n'est que... qui devait venir d'un fond, mais on ne sait pas lequel. Et donc il manque, en fait, c'est écrit sur des pages qui sont reliées, cousues, et donc il manque un carnet, un petit carnet qui est donc entre 6 et 12 pages, à mon avis plutôt 6 pages, et voilà, c'est les gens qui ont au 19e siècle fait ce carton, qui ont dû... égarer la chose, ou alors il manquait déjà, je sais pas, mais en tout cas il n'y en a aucune trace. Quelqu'un retrouve le bout épars quelque part, tant mieux, hein, mais... Dans une collection privée. Ou dans une collection privée, je sais pas. Ça n'a ni queue ni tête, hein. Le cahier qui manque, enfin, les quelques pages qui manquent ne font pas sens en elles-mêmes, hein, puisque... Donc sur Norwich, oui, ce que je disais tout à l'heure, peut-être, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais donc il y a un Michael Nix qui étudie les manufactures de cette ville et qui en fait a réussi, en comparant les échantillons qui sont
Dans le Mocafi, justement, cette première page, me semble, enfin, ou cette deuxième page, je ne sais pas à quelle page on en est, à comprendre de quelle manufacture il s'agissait, en fait, en voyant les échantillons produits par la manufacture, un certain nombre puisque c'est une manufacture dont il y a des archives privées, et donc visiblement aussi des échantillonnages qu'il a pu comparer avec cela. Et donc son article est paru, je pense, est paru il y a quelques mois. Voilà. Donc il s'agit de la manufacture Stannard Philippe et Taylor Philippe. Comment ? Alors, évidemment, on peut le savoir par tout ce qui est histoire textile, etc. Mais dans la relation, il n'en parle pas, non. Après, si vous regardez toutes les histoires du costume, voilà, il y a un nombre infini d'utilisation. Ben oui, parce que alors là, c'est, comme je vous le disais, un des seuls secrets dont il parle à propos de Norwich. Et donc, il rapporte le carton. Et de fait, là, visiblement, à mon avis, il y a eu des essais qui ont été faits à la manufacture d'Ogmer pour essayer de refaire les cartons et surtout une espèce de colle à base de jaune d'œuf, explique-t-il, pour jaune ou blanc d'œuf, je ne sais plus, là, mais pour faire ce lustre particulier que justement Lille n'arrive pas à faire. Et une des raisons qui explique que les manufactures de Lille, dit-il, sont moins belles que celles de Norwich, c'est les teintures déjà, mais aussi les cartons qu'ils ne savent pas faire comme à Norwich. Et donc du coup, c'est effectivement la seule chose qui n'est pas de la laine qu'il indique dans les échantillonnages.
Alors, ce que vous voyez en bas, là, ça s'appelle drap de pied. Et c'est l'un des plus modestes tissus, en fait, qui soit fait, puisque c'est fait à partir des déchets de tous les autres. C'est-à-dire, c'est quelle fibre? Hein? C'est de la laine aussi, c'est ça? Oui, c'est de la laine aussi, ouais. C'est de la laine cardée, c'est des fibres courtes ou des trucs comme ça? Non, la laine cardée, il peut y avoir des draps de laine cardée de très haute qualité. Hein. C'est pas Sedan, c'est de la laine cardée. Louviers, Elbeuf, c'est de la laine cardée. Donc, non, c'est parce que c'est en fait le type de laine qui est utilisé, qui est le déchet des toisons qui ne servent pas pour les autres draps. Ok. Comment? Non. Enfin, en tout cas, ce qu'il explique et ce qui est expliqué aussi dans d'autres manuels techniques, en fait, c'est que il y a les tissus les moins prestigieux, les moins bons, etc., sont faits à partir des déchets des autres. Comment? Oui, bien sûr, au niveau des teintures, mais là, c'est au niveau même de la matière première lainière, quoi. De fait, il explique un certain nombre de bonne qualité des draps de certaines manufactures, aussi parce que ces manufactures, par exemple à Sedan, il compare les privilégiés à Sedan où il y a une grande opposition entre catholiques et protestants, et où les manufacturiers privilégiés, les premiers sont donc les deux grandes manufactures catholique, Peignon, qui a fait construire ce prestigieux palais manufacturier du Dijon-Val et Rousseau, et donc leurs adversaires protestants que sont Poupart et Labauche. Et donc lui explique pourquoi, selon lui, les draps de Labauche sont meilleurs, parce qu'il fait en fait toutes les qualités de draps, alors que Peignon et Rousseau ne font, disent-ils, que des draps de très haute qualité, c'est les draps qui vont à la cour, etc. Mais du coup, ils ne savent pas quoi faire de leur laine de moins bonne qualité. Et donc, en fait, ils les utilisent subrepticement, y compris dans les draps de haute qualité. Et donc, finalement, ils ne sont pas si bons que ça. Et ils vendent, dit-il, le nom plus que la qualité. Et alors, pourquoi Labauche, leurs adversaires protestants, font des draps selon lui intrinsèquement meilleurs? Parce que justement, ayant une manufacture qui a une gamme de qualité plus ample, peut utiliser dans les différents types de draps les qualités de laine à leur juste occupation, on va dire. Et donc voilà, étant donné ce qu'on sait de la manufacture sedanaise, c'est une appréciation qui est assez surprenante, parce que effectivement, venant d'un marchand italien qui est sans doute plus en rapport avec les catholiques que les protestants. Est-ce qu'il parle d'ailleurs de la provenance des laines et du type de laine? Non, pas du tout. Pas du tout, si ce n'est à Amiens pour dire que les fils viennent de Hollande en majorité. Et donc, voilà, c'est un endroit où, visiblement, il a l'air de considérer que la manufacture est basée sur une matière première qui vient, et sur des fils qui viennent de l'étranger. Mais sinon, il ne parle pas du tout non, de la provenance des matières premières. Donc bon, effectivement, il y a plein de choses qui ne sont pas dites. On sent que sur la fin, quand même, au niveau mise en page, il se lâche. Parce que sur la page précédente, il y avait cette poésie voilà. auquel est accroché, en fait, trois petits cadres. Là, il expérimente des variantes. Oui, ce que je disais au début, là, c'est vrai qu'à la fin, c'est...
Alors que parallèlement, dans le récit de voyage, c'est là où il est le moins... ouais, où il décrit le moins de choses, en fait. Alors après, il y a une question qu'on ne pose pas, mais que je ne peux pas résoudre, hein, mais c'est la question de la langue, évidemment. Est-ce qu'il parlait anglais? Est-ce qu'il parlait néerlandais? Est-ce qu'il parlait allemand? Aucune idée. Le peu de choses qu'il dit de Aix-la-Chapelle, par exemple, bon, on pourrait se demander s'il parle allemand, en fait, s'il a compris quelque chose, quoi. Comment? Oui, peut-être, ouais. C'est difficile à savoir tout ça, comment ça se jouait. Aucun de ceux-là, oui. Est-ce que c'était pas accessible? C'est bizarre. Bon, ils sont attirés vers l'Europe du Nord-Ouest, quoi. Bon, on pourrait imaginer aussi que les draps du Languedoc exportés par Marseille sont peut-être mieux connus. Bon, je sais pas, c'est un peu... en Italie, enfin, mais... c'est pas convaincant, je sais pas, aucun n'explique. Les voyages sont toujours à peu près, enfin, ils passent par Lyon, Paris, et puis ensuite. Alors dans les 4 dont j'ai parlé, là, il y a, après, vous voyez, les qualificatifs qu'on leur donne sont potentiellement problématiques, mais non, il n'y en a aucun qu'on peut véritablement qualifier d'artisan. Il y en a un qui, donc lui, est marchand. Landriani, en fait, est aussi en relation avec les milieux scientifiques. Morosi se qualifie d'ingénieur et les techniciens, mécaniciens, etc., donc plutôt intéressés aux machines. Et Mazzoni est à la tête d'une entreprise lainière. On connaît des voyages d'artisans au XVIIIe siècle. Un de ces voyages a été utilisé aussi par Gaillot, là le nom m'échappe, mais c'est justement un artisan qui vient de la région de Verviers, qui va dans le nord de l'Italie, Florence, et qui finit par retourner chez lui. Et il explique, voilà, il rentre dans quelques détails techniques aussi à propos des manufactures dans lesquelles il travaille, etc., quoi, mais c'est pas... Il n'y a pas du tout d'échantillon de ce type proposé, quoi. Merci beaucoup. Merci.